Libérés, esclaves, marginaux. La force publique voit ses effectifs multipliés par 10 en moins de 20 ans. Plus de 13 000 hommes au début du XXe siècle. Libérés. Voilà la désignation de ces nouvelles recrues au service de Léopold II et qui serviront aussi pour l'exécution des grands chantiers de construction. Dans un rapport, le juge de Zager constate: le libéré est enchaîné. Soit. C'est une nécessité. Souvent brutalisés et toujours abandonnés dans la solitude, ce sont des gens qui n'ont jamais vu de blanc et qui n'apprennent à les connaître que par les mauvais traitements qu'ils subissent. Je leur explique en riant qu'ils sont à la chaîne par nécessité, parce que d'autres s'étaient enfuis, mais qu'on les amènerait dans une autre région et que là ils seraient soldats, comme ceux qui les gardent maintenant. Beaucoup de ces hommes, mal considérés dans leur société d'origine, se montrent très sensibles aux privilèges de leur nouvelle fonction. Certains, revanchards, vont faire preuve d'une extrême cruauté, couverts, voire encouragés par les autorités européennes complices. En Belgique, Léopold II est conscient des difficultés qui s'accumulent sur le terrain. Sa cassette personnelle ne suffit bientôt plus à couvrir tous ses investissements. Malgré sa promesse de ne rien demander à la Belgique, le roi se voit contraint de faire appel à la générosité de l'État belge. En 1890, il obtient de l'État un gigantesque prêt sans intérêt de 25 millions de francs, soit l'équivalent d'un quart des recettes fiscales annuelles du pays. Si le roi ne peut plus rembourser, il devra céder le Congo à la Belgique. Trop de risques, pas assez de garanties, trop peu de débouchés. Le monde des affaires belges n'était pas intéressé. C'est la menace d'une mainmise des capitaux anglais sur la construction des chemins de fer qui a provoqué le déclic des milieux financiers en Belgique et permis la création des premières sociétés capitalistes belges. La construction d'une ligne de chemin de fer de la mer au centre du pays sera une étape décisive dans le développement du Congo. Stanley l'avait confié à Léopold II. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un centime. Le premier coup de pioche pour la construction du chemin de fer est donné en 1890 à Matadi, dans le Bas-Congo. Le chantier est immense. 8 années sont nécessaires pour relier les 400 km qui séparent Léopoldville de Matadi. Les conditions de travail sont insoutenables. Les travailleurs sont surveillés par un corps militaire composé de 200 hommes. Parmi les forçats du chemin de fer, Congolais, mais aussi Sierra-Léonais, Sénégalais, Libériens ou Chinois, des centaines meurent à la tâche. Début des années 1890. L'activité frénétique de Léopold II au Congo lui coûte une fortune. Le roi est au bord du désastre économique et de la faillite personnelle. Sa femme le menace. Léopold, vous allez nous ruiner avec votre Congo. Mais Léopold II est un stratège hors pair. Après avoir épuisé ses cartes en Belgique, c'est vers l'étranger qu'il se tourne pour obtenir de l'aide financière. Et à nouveau, il se présente comme grand philanthrope. Quand Bruxelles accueille la conférence internationale anti-esclavagiste début 1890, le souverain en profite pour exposer brillamment ses objectifs philanthropiques devant la bonne société occidentale. Il doit, dit-il, renforcer les troupes en place pour combattre les esclavagistes arabes qui menacent la civilisation. Pour combattre l'esclavage en terre africaine, le roi a besoin de moyens supplémentaires. Il demande donc l'autorisation de pouvoir lever l'impôt au Congo et mettre ainsi fin au libre-échange. Son plaidoyer à la conférence anti-esclavagiste obtient gain de cause auprès des grandes puissances. L'horizon se dégage enfin. Le roi peut désormais taxer le commerce au Congo.
L'imposition du commerce de l'ivoire et des matières précieuses offre une nouvelle source de financement au roi. Mais cela ne suffit pas. En 1891, une étape de plus est franchie afin de renflouer les caisses. Léopold II instaure le système domanial. Selon ce système, toutes les terres non cultivées par les populations noires sont déclarées vacantes et deviennent propriété de l'État. Le caoutchouc et les richesses naturelles qui s'y trouvent appartiennent désormais de plein droit à l'État, donc au roi. Au Congo, les agents du roi ne savent encore rien de ce qui se décide en Europe. Pour beaucoup d'agents en poste, la solitude pèse. Les distractions sont rares. Les journées sont parfois longues, à des milliers de kilomètres de sa famille. Dans la torpeur du quotidien congolais, personne ne devine encore que le destin de la région est en train de basculer, que l'appétit vorace de Léopold II va plonger le Congo dans la période la plus noire de son histoire. Faire entrer l'argent dans les caisses, Léopold II sait qu'il doit rapidement stabiliser les frontières et mettre les populations au travail. L'objectif qui importe désormais pour les nouveaux agents que Léopold II envoie sur le terrain est d'occuper les zones dépeuplées pour ne pas se les faire déposséder par les autres puissances coloniales qui le concurrencent. Bloquer les Français dans le nord Ubangi, les Anglais dans le sud Katangais, mater les rébellions des chefs au Kwango, chasser les Arabes du territoire Swahili. Les zones pacifiées doivent être rentabilisées au plus vite. Les agents du roi reçoivent la consigne de punir les villages qui se rebellent. Dans un journal intime, le sous-lieutenant Charles Lemaire recense jour après jour les villages qu'il soumet au nom du roi. 28 mars 1891, arrêt à Bolébo. Accueilli par des lances et des fusils, village brûlé. 20 avril 1891, attaque des villages Ikengo. Le chef Ekele est tué et jeté à l'eau. 14 juin 1891, refus d'Eloliva de venir à la station. Attaque dans la pluie, 15 Noirs tués. L'intense pression psychologique et l'obligation de résultat pèsent fortement sur les agents de terrain. De nombreux agents se réfugient dans l'alcool et la violence gratuite. Les pendaisons arbitraires s'enchaînent. Les guerres d'occupation, brutales, s'avèrent particulièrement meurtrières. Les militaires, à bout de force, se révoltent à plusieurs occasions contre l'autorité coloniale. Au fort de Shinkakassa, 18 soldats paient de leur vie leur tentative de rébellion. On ne discute pas les ordres qui proviennent de Belgique. Mais c'est la récolte de caoutchouc qui connaît les abus les plus intolérables. Les agents européens, contraints à des quotas d'efficacité dictés par le souverain belge, soumettent la main-d'œuvre autochtone à des régimes insupportables.
les sentinelles des Européens administrent la chicotte. Ces coups de fouet punitifs dont l'usage se maintiendra au XXe siècle. Pendant ce temps, avec l'essor de l'industrie automobile dans le monde occidental, les prix du caoutchouc explosent. Le Congo devient rapidement l'un des plus gros producteurs au monde.